Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 6 juin 2024, il est 18 h, c'est l'heure du journal, préparé par la rédaction. Voici les titres. Le pastoralisme au cœur de ce journal. Les patous, ces chiens de protection de troupeaux, peuvent souffrir d'une mauvaise réputation. La Société d'économie alpestre de Haute-Savoie organise des formations pour sensibiliser les passants. Nous nous intéresserons également au collier anti-loup. Et puis direction Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, pour le 3e volet de notre série de la semaine. Pour leur dernier jour de stage, les membres de l'équipe de France militaire de ski ont pu vivre une journée dans la peau d'un parachutiste. Mais avant de développer ces titres, Kezia Podou est avec moi sur ce plateau pour nous parler des élections européennes. Bonsoir Kezia. Bonsoir. Alors, dans 3 jours, ce dimanche 9 juin, les Français, les Françaises et les Européens sont appelés aux urnes pour ce scrutin. Peux-tu dans un premier temps nous rappeler ce que sont les élections européennes ? Oui, bien sûr. Alors, pour commencer, tous les Français et le reste des Européens vont pouvoir élire les 720 députés qui composeront le Parlement européen. 81 d'entre eux sont des Français. C'est un nombre qui varie d'un pays à l'autre, vu qu'il est proportionnel au nombre d'habitants. Les électeurs vont donc voter pour une liste de candidats. En France, elles sont un total de 38. Et en fonction de leur score, elles auront plus ou moins de députés qui siégeront au Parlement européen. Ces élections se font en un seul tour et ce tous les 5 ans, à savoir que le Parlement européen est la seule institution européenne qui est directement élue par les citoyens. Tu viens de le dire, Kezia, la France sera donc représentée par 81 députés européens au Parlement de Strasbourg. Quelles seront leurs principales prérogatives ? Alors dans quelques semaines, ils vont d'abord commencer par élire le président ou la présidente du Parlement européen et de la Commission européenne, organe exécutif de l'Union européenne. Mais plus globalement, les eurodéputés ont 3 pouvoirs. Un pouvoir budgétaire, ils jouent un rôle clé dans l'élaboration et l'approbation du budget de l'Union européenne. Ils ont également un pouvoir législatif, c'est eux qui débattent les textes et votent leur adoption. Et enfin, un pouvoir de contrôle en supervisant les activités de la Commission européenne. Les dernières élections européennes datent de 2019, il y a 5 ans. Quels avaient été les résultats à l'époque ? Alors en 2019, c'est le Rassemblement national qui était arrivé en tête avec 23 sièges au Parlement européen, suivi de très près par la liste Renaissance d'Emmanuel Macron, président de la République. Ils avaient également obtenu 23 sièges. Europe Écologie était quant à eux arrivés en 3e position avec 12 sièges. Pour finir, peux-tu nous donner quelques exemples de lois votées par les députés européens qui sont en application ici, chez nous, dans nos pays de Savoie ? Bien sûr, on peut évidemment penser à la politique agricole commune, la PAC, qui a récemment été révisée suite à la colère des agriculteurs, ou encore le Green Deal, qui a été l'une des priorités d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne en 2019, dont l'objectif était d'atteindre la neutralité carbone, ou encore le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Merci beaucoup, Kezia, pour ce point très complet. Dimanche 9 juin, élection européenne. On ouvre à présent une page dédiée au pastoralisme pour protéger les troupeaux comme des prédateurs comme les loups, certains bergers mis sur les patous. Ces chiens de protection de montagne sont plus de 300 en Haute-Savoie dans les alpages et leur présence peut parfois impressionner les passants. C'est pour cette raison que la Société d'économie alpestre de Haute-Savoie organise des sessions de sensibilisation pour les socio-professionnels de la montagne. L'objectif de ces formations est de favoriser la cohabitation entre ces chiens et les usagers des sentiers. Plus de précisions dans ton reportage de Kezia Podou, on regarde. Au milieu de cette centaine de chèvres laitières, 3 patous veillent sur les troupeaux. Ces chiens de protection ne quittent plus les bêtes depuis qu'ils ont intégré cette ferme en 2019 à la suite d'une attaque de loups. Le patou, dans tous les déplacements avec les chèvres, il va être avec les chèvres. Donc nous, on en a 3, donc en général, ils encadrent le troupeau dans tous les déplacements. Après, effectivement, quand pour eux, ils considèrent qu'il peut y avoir éventuellement une attaque, souvent la femelle va rester au sein du troupeau et le mâle, lui, va plus aller à l'affrontement. Alors l'affrontement, ça ne veut pas forcément dire qu'il va mordre et attaquer. Non, au départ, c'est surtout qu'il va aller identifier l'éventuelle attaque. Donc ça veut dire qu'il va arriver en aboyant pour voir ce que c'est. Après, s'il s'aperçoit que ce n'est pas trop grave, il va sentir tranquillement et après, il repart avec son troupeau. Sa présence dans les alpages peut donc être source de stress pour les différents usagers de la montagne. En 2023, sur les près de 7000 chiens de protection en France, une centaine de cas de morsure ou de pincement a été relevé.
soit un taux d'accident de 1,4%, un faible pourcentage qui pourrait encore se réduire avec davantage de sensibilisation. C'est pourquoi la Société d'économie alpestre de Haute-Savoie organise des matinées de formation sur le pastoralisme et le rôle des chiens de protection. Ces journées, elles sont super nécessaires parce qu'on a de plus en plus de monde qui se balade en alpage, des touristes, mais aussi des gens du coin qui n'ont pas perdu l'habitude d'aller en montagne. Donc ça, c'est important. Et évidemment, la prédation qui augmente en alpage, donc les moyens de protection qui augmentent, dont les chiens de protection. Et donc l'idée, c'est qu'on améliore cette cohabitation pour que ça se passe au mieux pour chaque personne en alpage. Face à eux, des randonneurs, des salariés d'office du tourisme, en bref, des socioprofessionnels de la montagne qui comptent bien faire rayonner leur apprentissage à plus large échelle. Ça va être très important en fait, d'avoir toutes ces informations pour pouvoir bien informer en fait, tout ce qui est randonneurs et tous les pratiquants en fait, de sport de montagne pour qu'ils sachent en fait, où aller, vers où se diriger et qu'ils soient déjà informés s'ils rencontrent en fait, des chiens de protection. Déjà pour donner parfois des conseils à des personnes qui pourraient nous poser des questions, puis surtout pour moi-même aussi et puis pour les personnes qui m'accompagnent, pour savoir quel comportement adopter face à l'arrivée des patous quand on s'approche des troupeaux et surtout maîtriser sa peur en fait. Parmi les informations clés de cette journée, le comportement à adopter face à un patou. Il faut donc s'approcher calmement, le laisser sentir, ne pas faire de gestes brusques, parler calmement, ralentir si vous êtes à vélo, voire en descendre, et si vous avez un chien, détachez-le pour qu'il puisse interagir librement. On vient donc de le voir dans ce sujet, si les patous sont l'un des moyens utilisés pour lutter contre les attaques de loups, un autre outil vient d'être mis au point pour faire fuir les prédateurs. Le collier anti-loup, commercialisé depuis un an, est un dispositif répulsif imaginé par Cyril Gautreau. Il fonctionne grâce à un système de flash lumineux et d'ultrasons et peut s'utiliser pour les bovins, les caprins, les ovins ou encore les équidés. Chloé Lomer nous en dit plus dans son reportage. On pourrait penser qu'il s'agit là d'un simple collier. Pourtant, sa fonction se veut bien plus que décorative. Commercialisé depuis maintenant près d'un an, cet outil sert à protéger les troupeaux contre les attaques de loups. Le collier anti-loup, c'est un répulsif à lumière et ultrasons. C'est un outil de protection des troupeaux contre les attaques de loups. Donc il protège les moutons, les caprins, et également les bovins et les chevaux également. Et le point fort là, du collier, c'est faire en sorte qu'ils aient pas trop de travail à faire pour protéger leurs animaux. Ils mettent le collier en début de saison autour de leurs animaux et après terminé. Concrètement, en cas de mouvement de panique des bêtes, le dispositif s'active. Il émet des flashs lumineux et des ultrasons pour faire fuir le prédateur avec plusieurs seuils de déclenchement en fonction du gabarit des troupeaux. Il y a plus de 20 programmes différents de clignotement, de types de clignotement. L'ensemble, en fait, ça fait plus de 200 combinaisons. Et donc, l'objectif, c'est justement de faire en sorte que, quand les colliers se déclenchent, le loup ne voit pas forcément les mêmes couleurs, pas forcément les mêmes types de clignotement. Et donc, à partir de là, il n'y a pas une habituation qui puisse se mettre en place et surtout un vrai dérangement qui se crée. C'est assez puissant, on entend bien les ultrasons. Et eux, ils ont une oscillation qui est assez importante, qui vont de 21 kHz à 35 kHz. En 2023, 140 colliers anti-loup ont été mis en place sur les massifs alpins et jurassiens, et seules 3 attaques ont été relevées cette année-là pour les troupeaux concernés. Si pour son créateur, son efficacité semble alors se confirmer, certains éleveurs saluent surtout la complémentarité de ce nouveau dispositif. J'ai commencé par des filets un peu plus hauts. Après, je ne peux pas mettre de patou parce que j'ai un tout petit, j'ai pas beaucoup de bêtes, donc un petit troupeau. Donc après, j'ai trouvé des lampes qui clignotaient, qui marchaient que la nuit. Et après, j'ai trouvé donc ces colliers depuis l'été dernier. Donc j'ai mis ça, donc qui permet d'être protégé, on va dire, toute la journée. J'essaye de mettre tout ce que je peux de mon côté et pour essayer de ne pas avoir d'attaque que je n'ai pas pour l'instant. Donc on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Au total, près de 500 colliers ont été commercialisés en 2023. Principalement dans l'arc alpin, dont près de 250 sont utilisés pour les bovins et 150 pour les moutons. Suite et fin de notre série de la semaine, Emmanuel Jaude a pu suivre pour 8 Mont-Blanc l'équipe de France militaire de ski en stage d'immersion la semaine dernière à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, avec le 17e régiment de génie parachutistes. Et pour cet ultime épisode, focus sur la dernière journée de stage de ces sportifs de haut niveau qui ont pu vivre le quotidien des parachutistes dans des conditions grandeur nature. Reportage.
Alors que la course du soleil n'a pas encore débuté, les militaires, eux, sont déjà sur le pied de guerre. En ce 4e jour de stage au sein des troupes du 17e régiment du génie parachutiste, il s'agit de mettre en pratique toutes les connaissances acquises au cours des longues heures d'aguerrissement. Et comme tout bon parachutiste, la journée débute par un largage, une arrivée sur zone assez tranquille pour ces troupes d'élite, mais qui ne représente que le début d'une longue série de tests d'endurance. On a eu un largage plutôt soft et la nuit elle a été nickel, ça allait. Pas si fraîche, non ça va, franchement c'était super. C'était pas la plus belle nuit à la belle étoile mais c'était très bien. Après avoir rassemblé et réparti les différents pactages, chacun des 4 groupes de combat s'est vu attribuer plusieurs objectifs. Maniement d'explosifs, tirs en déplacement et autres assauts de cibles ennemies vont donc rythmer les prochaines heures. Un programme calculé et étudié afin de permettre aux champions de s'initier à chaque spécificité du régiment. On a essayé de montrer nos savoir-faire et nos capacités de manière à ce que les sportifs ils aient un visuel et une bonne compréhension de l'environnement dans lequel ils ont évolué pendant une semaine. Savoir ce que faisaient les sapeurs parachutistes du 17e RGP, leur spécialité, leur état d'esprit et après on a fait de l'adjonction d'activités là-dessus. Face à ces situations stressantes et au cours desquelles les erreurs sont interdites, chaque soldat de l'équipe de France militaire de ski donne son maximum. Au fil des heures, et alors que la fatigue commence à se faire ressentir, ils sont nombreux à petit prendre conscience de la réalité du métier de ces héros de l'ombre. Déployés sur la grande majorité des théâtres d'opérations extérieurs sur lesquels l'armée française est engagée, les troupes du 17 sont l'un des éléments clés de l'appui aux différentes unités. En effet, de leur efficacité peut dépendre l'issue d'une crise ou même d'une guerre. Et c'est là où en fait on se prend une petite claque et donc moi ça me fait réagir quoi. Je me dis ouais c'est des mecs qui vont au bout de leur engagement, ils sont prêts à mourir pour leurs camarades. Enfin là on est dans la réalité en fait. Hein. On n'est plus dans la fiction, on n'est plus sur Call of derrière notre écran. Donc là on prend vraiment la mesure de la réalité qui n'est pas forcément hyper drôle et qui n'est pas forcément hyper loin quand on entend un petit peu les conflits actuels. Une initiation qui s'est poursuivie sur le site des tirs explosifs. Sous l'œil attentif des soldats du génie et autres commandos, les athlètes ont installé et mis à feu des charges de plus de 10 kg conçues pour enfoncer des portes ou détruire des barbelés. Autant d'exercices qui ont demandé autant de concentration que de dextérité. Des qualités qui n'auront pas échappé aux militaires de carrière qui ont pour la plupart été marqués par la présence des champions. Et je pense qu'on a la chance d'accueillir des sportifs qui sont remarquables, qui font des performances, j'emploie le terme, hallucinantes. Et donc pour nous, ça nous rend plus humbles, parce qu'on voit également leur modestie au quotidien. Donc on se dit, quand on voit ce dont ils sont capables, ça nous oblige, entre guillemets, à se remettre en question en permanence, à se dépasser, à s'investir encore un peu plus, et à toujours être exemplaires comme ils le sont. Un échange de bons procédés qui permet aux athlètes comme aux troupes du 17e RGP de prendre du recul pour exercer leur profession de la manière la plus consciencieuse possible. Un réel héritage dont les enseignements accompagneront longtemps ceux qui y ont pris part. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, la météo préparée et présentée par Thierry Paume. Vendredi, pour le dernier journal de la semaine, vous retrouverez Chloé Lemeur. Passez une très belle soirée.